des documents de Saint-Martin, il y a, entre autres, ici, la comptabilité du magasin général de Wilfrid Viau en 1925. On me racontait qu'il était sur la rue principale. Alors, je ne sais pas si la personne qui l'a apporté veut le commenter ou... enfin, bref, la mémoire est là. C'est juste qu'il faut... oui, parfait. La mémoire est là. Il faut être attentif. Puis vous voyez qu'on trouve des choses fabuleuses. Oui? C'est la deuxième partie ici, là. Alors... parfait. Alors, à la prochaine. Vous quittez. Alors voilà, donc vous avez ici une très très belle œuvre. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire le focus sur l'appareil. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a dedans, on peut faire le focus ou plus ou moins? Je ne sais pas trop. Je ne suis pas très manuel. C'est peut-être que tu vas... Hé, hé! Quand même? Non, ben pour une œuvre comme ça. Oui, il est juste à côté. On aurait aimé mieux l'original, mais bon, il faut se contenter de copies. Pensez-y. Je rigole, là, mais en 1943-44, il était entreposé à l'arrière ici. 1 an après l'incendie, il va être récupéré par Ézéas Soucy, qui a dû faire un peu de restauration dessus. Il l'a rapporté avec la porte du tabernacle de la Vierge à l'enfant, et tout ça est rapporté en 1944. Alors voilà. Donc, œuvre magistrale de François Garnon d'Ibelleville, c'est Saint-Martin remettant son manteau à un pauvre. Ce qu'on appelle un bas-relief. Donc, c'est une sculpture sur bois, en bois, avec des planches à l'arrière, et on va ajouter des appliques, des morceaux de bois par-dessus. Et au moment de la restauration par le Centre de conservation du Québec, on va redresser la tête du cheval. On va en profiter tant qu'à faire la restauration. Et vous savez que cette œuvre-là, qui était à Saint-Martin, derrière l'église, ce que nous dit l'abbé Froment, dans sa monographie, a nécessité 2000 heures de restauration, étalées sur 4 ans. Il y avait un vernis, puis des repeints par-dessus, mais entre autres un vernis qui lui donnait un air verdâtre. Et là, on regarde ça, puis on se dit « Wow, c'est vraiment fabuleux ». Il est attribué à François Garnon. On n'est pas sûr à 100%, mais quand on le compare avec ces bas-reliefs qu'il a fait au calvaire d'Oka vers 1775-1776, donc Garnon d'Ibelleville avait fait les bas-reliefs pour les 3-4 oratoires, puis les chapelles. Mais bon, on a retiré ces œuvres-là parce qu'il y avait des vandales qui les vandalisaient à coups de hache. Alors, on s'est dit, bon, si on veut qu'il reste quelque chose, on va les retirer. Mais jadis, ils étaient au calvaire d'Oka. Mais si vous regardez l'esthétique, ceux-là, on est sûr que c'est Garnon d'Ibelleville. Alors, quand le Centre de conservation du Québec a restauré l'œuvre, ils en sont venus à la conclusion que c'était probablement Garnon d'Ibelleville. Puis regardez, le vernis donne une apparence plus jaunâtre. Une fois restauré, regardez comment les couleurs sont plus vives. Moi, j'ai l'impression que ceux-là n'ont pas été nécessairement restaurés. On voit plus les traces du vernis. Mais les soldats romains, tout ça, c'est assez semblable avec notre Saint-Martin. Qui est Garnon d'Ibelleville? Ben, c'est un Parisien qui est décédé au Québec en 1817, un sculpteur sur bois et militaire. Il arrive donc durant la guerre de 7 ans en 1757 avec le régiment de Berry. Vers
1775, il réalisait donc les 7 sculptures qui ornaient les 4 oratoires et les 3 chapelles du calvaire d'Oka. A peut-être appris la sculpture avec Philippe Liébert ou Antoine Serrier. Puis, comme je le disais, la restauration de l'œuvre de Saint-Martin en a nécessité 2000 heures de travail. Autre bas-relief, c'est énorme. Ça faisait un pan de mur, je ne sais pas en termes de mètres, c'est vraiment énorme. Je me demande si ça toucherait quasiment au plafond comme tel. Puis évidemment, c'était une œuvre qui avait été faite pour la première église, donc avant celle de Bourgeot. Alors, évidemment, on voulait de la prestance, puis on voulait meubler. Ce qu'il faut comprendre, je vais revenir à Victor Bourgeot, là, tant qu'à le nommer depuis tantôt. Victor Bourgeot est de la lignée des sculpteurs qui ont évolué, Philippe Liébert, l'atelier des écarts. Puis, au lieu d'avoir des décors peints, on a des sculptures puis des tableaux pour orner les églises. Donc, c'est pour ça qu'on a des œuvres de grande dimension, parce qu'on ne peignait pas sur les murs comme tel. On va peindre sur les murs à partir de 1851, à peu près, 1861, notamment à la chapelle des Hospitalières de Saint-Joseph, qui est le premier projet où on va faire des décors peints. Mais avant les décors peints, c'était comme ça qu'on décorait des églises avec des tableaux, des sculptures, et Victor Bourgeot travaillait dans cet esprit-là. Il vient d'une famille de menuisiers, et donc c'est des gens qui travaillaient le bois, et il a commencé d'abord comme restaurateur dans des églises. Les églises qui avaient des œuvres sur bois qui étaient endommagées, Victor Bourgeot avait une équipe volante avec ses frères et ils allaient réparer donc les décors. Et c'est comme ça qu'il va devenir architecte. Il va même devenir l'architecte diocésain du diocèse de Montréal, mais l'architecture est très importante. Tu sais, vous avez vu tantôt des photos, on voyait comment la menuiserie au niveau des plafonds, des murs est très importante. Ben, c'est la signature de Victor Bourgeot. Le décor, c'est beaucoup le décor sculpté. Donc, Guernon dit Belleville, et ici, on pense que c'est une œuvre qui aurait été réalisée par un membre de l'atelier des écarts. C'est un bas-relief qui représente le baptême du Christ. Aujourd'hui, il n'y a que 2 personnages qui ont été conservés. Donc, le reste a été perdu. On a Saint Jean-Baptiste, puis le Christ. Et l'œuvre se trouve à Saint-François-de-Sales. Alors, il n'y a plus de cadre, les personnages flottent, c'est un peu étonnant. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qui est advenu des rochers sur lesquels sont les 2 personnages. Mais si vous allez voir l'église de Saint-François-de-Sales, vous allez voir nos 2 personnages qui flottent sur un mur. Voilà. C'est l'abbé de Turmel qui l'a trouvé chez un antiquaire, qui l'a acheté et qui l'a remis à la paroisse Saint-François-de-Sales. Donc, il y a eu des anges gardiens pour sauver ces œuvres-là. Ici, on a le chandelier pascal de Philippe Liébert qui a été fait en 1799. Je m'excuse, la photo est horrible. C'est le chandelier qui est sur le catalogue, qui est magnifique au demeurant. Et il fait partie du lot qui est parti en 1957 quand le curé Pesan arrive en 1956. Finalement, il dit, on ne met pas vraiment les œuvres dans l'église parce que la nouvelle église était plutôt d'architecture moderne à l'intérieur, architecture d'Ombello, ça cadre moins avec des œuvres d'art anciennes. Alors, tant qu'à garder ça ou se bien vendre, hein? Fait que voilà. L'abbé Pesan commence à vendre des œuvres à partir de 1957.
dont ce chandelier Pascal de 1799, qui va être vendu à un antiquaire, et l'antiquaire en question va le vendre au Musée national des beaux-arts du Canada. Alors voilà, donc c'est comme un petit truc qu'on débarrasse. C'est une sculpture. Oui, on pouvait les dorer. Et en plus, Daniel, en bas, tu as vraiment des motifs qui sont sculptés. Donc, c'est vraiment pas juste une pièce comme ça. Tu as des éléments décoratifs là. C'est parce que la photo et l'inventaire de Morissette, là, c'était plus pour documenter, mais c'est vraiment très travaillé. Puis oui, on pouvait envoyer ça à Québec pour qu'on mette des feuilles d'or dessus. Il en reste un à Saint-Vincent-de-Paul. Si vous avez la chance d'aller à Saint-Vincent-de-Paul, ils ont un magnifique chandelier Pascal fait par l'Atelier des Écarts. Je pense que c'est Quévillon, il me semble. C'est un peu triste parce que Quévillon était à Saint-Vincent-de-Paul. C'est tous des artistes de l'Atelier des Écarts qui étaient à Saint-Vincent-de-Paul, puis on n'a presque plus rien sur l'île. Et le Trésor de Saint-Martin, c'est un projet important parce que c'est un des rares projets en patrimoine qui a permis de faire connaître les œuvres qui étaient sur le territoire lavallois. Et je te remercie, Christiane, d'avoir porté le projet puis d'y avoir cru. Mais c'est au niveau de la mémoire quelque chose d'important. Puis on est fiers d'être là aujourd'hui pour le 250e. Vous avez des crédences qui ont été faites par François Dugal. Dugal est l'associé de René Saint-James, toute la mouvance de l'Atelier des Écarts. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment ça marchait, l'Atelier des Écarts. C'était des sculpteurs qui, dans leur maison, ou le petit atelier derrière leur maison, produisaient du mobilier liturgique pour la région de Montréal. Mais il était un moment donné, ils ont eu presque le monopole dans la région de Montréal du décor, et on avait des pièces ici à Saint-Martin, dont une crédence. Ils ont été actifs entre 1800 et 1840 à peu près de mémoire, l'Atelier des Écarts, dont François Dugal faisait partie. Alors, la même crédence. Alors voilà, c'est maintenant au Musée national des beaux-arts. Parmi catégories ange gardien, toutes catégories, l'abbé Claude Turmel, qui était dans les années 60-70 responsable des arts sacrés au diocèse de Montréal. Et là, il y a vent que le curé pesant, qui a le pied pesant, voulait vendre des œuvres d'art à un antiquaire, Jean Octeau. Il voulait vendre tous les tableaux, les bas-reliefs, les crédences, des pièces d'orfèvrerie. Fait que l'abbé Turmel s'en mêle, puis il dit au curé pesant, si vous voulez vendre, vous allez vendre au même prix, 7400 $, en 1970. Vous allez tout vendre ça au Musée national des beaux-arts du Québec. Fait que c'est pour ça que Saint-Martin, partageant son manteau, se retrouve à Québec au Musée national. Puis les crédences ici, c'est grâce à l'abbé Turmel. Mais l'affaire, c'est que quand le curé pesant a vendu des trucs à Québec, dans les livres de compte, ici à Saint-Martin, il y a une valeur de 9600 $ de vente cette année-là. Québec, c'est 7400. Faites le compte. Il y a un 2200 de différence qui a été vendu sans le consentement du diocèse de Montréal, dont des pièces d'orfèvrerie qui se ramassent aujourd'hui à Détroit. Voilà. Mais nous avons quand même gardé un chef-d'œuvre à Saint-Martin. Nous en sommes fiers. Il faut la surveiller comme la prunelle de ses yeux. La lampe du sanctuaire de Robert Cruikshank, qui est un artiste d'origine écossaise qui va immigrer au Québec.
Donc, la pièce en argent massif date de 1800. Quand l'abbé de Tourmel a exigé que ça soit vendu à Québec, là, le curé a dit « Oh, ben on va peut-être garder à l'ombre du sanctuaire, finalement. » Hein? Oui, c'est ça, probablement. C'est ça, il n'était pas trop décoré, fait que on va garder. Puis il avait décidé de garder l'encensoir. Mais il a vendu l'encensoir en cachette, mais au moins la lampe du sanctuaire est magnifique. Puis on était très fiers, Christiane et moi, de l'avoir présenté dans l'exposition. On l'avait décroché en haut, puis on l'avait présenté avec les pièces qui sont au Detroit Institute of Art, puis les pièces qui étaient au Musée national des beaux-arts du Québec. Et toutes les pièces d'orfèvrerie étaient réunies en 2006 pour la première fois depuis 1942. Fait que c'était assez émouvant. Donc, Robert Cruikshank, né en Écosse vers 1748, mort en mer en 1809, c'était un commerçant et il voyageait beaucoup Angleterre, Montréal. Et donc, en revenant d'Angleterre, il périt sur un bateau. Donc, malheureusement, on l'a perdu relativement jeune. C'est un orfèvre, négociant, fonctionnaire et officier de milice. Il semble s'établir à Montréal vers 1773 et c'est un orfèvre de carrière. Donc, comparativement à un Huguet Dilatour, qui va faire beaucoup de nos pièces d'orfèvrerie, était perruquier. Pourquoi pas? C'est un beau métier, perruquier. Mais dans le cas de Robert Cruikshank, on est vraiment avec un orfèvre de carrière. Et sa production est très importante. Avec lui, l'orfèvrerie coloniale est passée de l'influence française à la tradition britannique. Donc, c'est un peu le trait d'union avec le 19e siècle. On avait surtout l'esthétique française, mais avec Robert Cruikshank, je pense que j'ai mis un cas de trop, faites-en pas, là, mais bon. Voilà, je pense que le cas est plus loin. Autre pièce d'orfèvrerie, petit calice comme ça, là, qui traînait finalement, pour faire une coupe de 100$ avec ça. Voilà, fait qu'en argent, c'était juste en argent massif. Finalement, François Renvoisé, qui est un de nos grands orfèvres au Québec, va produire entre fin 18e, début 19e, ce magnifique calice. Donc, le calice, on le boit, le vin est mis dedans, alors que le ciboire, c'est là où on mettait les hosties. Donc, juste pour les gens qui sont moins à l'aise avec le vocabulaire. Donc, c'est une œuvre magnifique et ça fait partie des objets sauvés par notre ange gardien, l'abbé Tourmel, qui a exigé que le calice soit vendu au Musée national des beaux-arts du Québec en 1970 et qui faisait partie de l'exposition. Donc, François Renvoisé, orfèvre, n'a pas voulu former d'apprentis pour éviter la concurrence, parce que quand tu formais des apprentis, s'ils ne travaillaient pas dans ton atelier, c'est qu'ils allaient fonder leur propre entreprise. Fait notable, c'est un orfèvre de Québec, mais son influence va se faire sentir jusqu'à Montréal. Et Robert de Rome, l'historien de l'art, disait que c'était le plus créatif et le plus imaginatif de tous les orfèvres québécois. Quand même pas rien. Un calice de Laurent Amiotte, en or et en argent. Donc la partie en haut est en or. Vraiment une pièce magnifique. Vous regardez tout le travail ici au centre, puis le haut, c'est vraiment très, très impressionnant de voir le talent de Amiotte. Il faisait partie également, peut-être une bonne idée d'éteindre vos cellulaires si vous en avez d'allumés, comme moi, je ne l'ai pas fermé, mais bon, cordonnier mal chaussé.
Voilà, donc 1970 vendu et sauvé grâce à l'abbé de Tourmel. Merci, cher abbé de Tourmel. Donc, Laurent Amyot, c'est un orfèvre québécois, né à Québec d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a surtout fait des pièces dans la région de Québec, mais bon, la paroisse de Saint-Martin lui a acheté. A fait des pièces d'orfèvre, d'orfèvrerie, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il produisait d'autres pièces, ustensiles, théières et autres. Il poursuivit sa formation à Paris grâce au mécénat du Séminaire de Québec et c'était le principal concurrent de Renvoisé. D'ailleurs, de façon ironique, leur boutique se faisait face dans la côte de la montagne à Québec. Par contre, lui a formé 3 ou 4 apprentis. En Sansoir et Sanavette, voilà, on n'a pas pu la présenter dans l'expo parce qu'on ne l'avait pas localisée. Et ça fait partie des pièces qui ont été vendues vers 1969-70, un petit peu à la sauvette, à des antiquaires. Et finalement, c'était acheté par Burks, qui faisait une collection. Vous connaissez les bijoux Burks, les gens d'une certaine génération, ma génération et plus. Donc, Burks était très important et ils avaient leur collection, ils ont acheté ça, puis ils l'ont revendu au Musée national, au Musée des Beaux-Arts du Canada. Mais la pièce date de 1816 en argent massif. Autre petite bricole qui traînait là, dans une armoire. Oui, bon. Bénitier en argent massif de Pierre Huguet d'Ilatour, toujours vers les années 1810. Le bénitier avec son goupillon. Je vais vous dire, c'était très, très émouvant. Là, la photo est peut-être pas super top. Là. Je vous montre. C'est cette œuvre-là qui est magnifique, qu'on a fait venir de Détroit, Christiane et moi, et c'était vraiment très émouvant. C'est moi qui l'ai mis dans la vitrine, et le fait de le tenir dans mes mains, je vous le dis, j'ai la chair de poule. Vraiment, c'était vraiment une connexion avec les ancêtres, de dire « Wow, je touche à un objet qui a été vu par nos paroissiens » et tout ça. C'était très, très émouvant. Et une très, très belle pièce. Puis, au début, on se disait, on est fou, on fait venir ça de Détroit. Puis finalement, les gens de Détroit étaient quand même conscients que c'était du patrimoine qui venait d'ici. Et ils nous ont prêté l'objet avec une autre pièce également. Donc, mais j'imagine que ça a dû être restauré parce que la photo, le bénitier a l'air très... la patine a l'air usée, alors que sur la photo, on voit que c'est vraiment nickel. Pardon? Oui, c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'il a été restauré à Détroit. Fait qu'au moins, ils nous l'ont retapé. Avec le curé pesant qui avait le pied pesant, a vendu ça à Jean Octeau, qui était le secrétaire du ministère des Affaires culturelles. Il était à la retraite. Donc, c'est le monsieur qui travaille en patrimoine, qui connaît la valeur. C'est l'ancien secrétaire du ministère des Affaires culturelles et il se recycle en rabatteur pour vendre des objets. Donc, Jean Octeau a vendu la pièce à Détroit. Youpi! Autre objet qui est à Détroit, qui est magnifique, c'est le ciboire en argent massif. Christiane, on l'avait-tu exposé? On n'avait pas les 2 photos, mais on avait les 2 objets. Hein? Donc, on avait présenté ça aussi en 2006. Donc, c'était la première fois qu'il revenait présenter au Lavallois. Là. Très impressionnant. Et si vous allez à Détroit, vous pourrez aller visiter vos propres objets. Hein, quand même. Le boîtier au sein d'huile, lui aussi, pas mal endommagé, mais finalement, il a pu être restauré depuis le temps. On pense qu'il est au Musée des Beaux-Arts du Canada.
Et ça fait partie des ventes qui auraient été faites en 1970. L'écart entre le 7400 vendu à Québec puis le 9600. Là, il y a une espèce de 2000 piastres d'œuvres sans le consentement du diocèse. Ah ben peut-être. Pierre Huguet du Latour, natif de Québec aussi, perruquier, orfèvre et marchand. Très intéressant. Comme il était marchand, il s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser ma boutique d'orfèvrerie pour faire des boucles d'oreilles pour le commerce des fourrures? Donc, ça servait de monnaie d'échange pour la traite des fourrures. Donc, il va produire des quantités incroyables de boucles d'oreilles. Il va engager des apprentis. Puis, let's go les gars, vous me faites des boucles d'oreilles en argent. Et il utilisait ça comme monnaie d'échange. Après, à Montréal, il va ouvrir une boutique, un atelier d'orfèvrerie en 1781, puis une boutique d'orfèvre en 1804. Puis ça coïncide avec le début de sa production religieuse. Donc, on peut imaginer l'atelier, c'était le lieu de production, et la boutique, le lieu de vente des objets. Il devait être installé dans le vieux Montréal pour avoir de la diffusion, pour montrer qu'est-ce qu'il produisait. Son fils, du même prénom que lui, fut également orfèvre. Il y a un de ses frères, Huguet du Latour, qui a été également orfèvre. Son principal concurrent à Montréal, Cruikshank. Alors, vous voyez que tout le monde, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Alors voilà. Ici, on a le presbytère, je pense que vous le connaissez, 1882. Et à partir de 1875, il n'était plus vraiment habitable, mais les paroissiens étant encore en train de payer leur église de Bourgeot de 1869, 1874. Donc, il a fallu presque 10 ans d'écart avant que le presbytère soit construit. Et vous avez le curé Maxime Leblanc qui est là. On peut quasiment lui faire un coucou. Qui a été là très longtemps, plus de 50 ans. Et c'est pour ça qu'on a installé le calvaire devant Saint-Martin. C'est pour sa longévité. Voilà. Et comme dernière image, vous l'aviez vu la dernière conférence, mais on voit bien la première église de 1785 avec les clochers qui ont été faits en 1820 et dont l'église de Bourgeot va remplacer. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Vous êtes sous le choc de voir qu'on a eu autant d'œuvres et qu'elles sont éparpillées comme ça dans plein de musées. Daniel, d'abord, peut-être. Tu parles du curé Pesant qui était sur Marketplace qui gichait avant son temps. Oui, exactement. Quand on servait la messe, nous autres, le calice, le ciboire, l'ostensoir qu'on avait, moi, à mes yeux, c'était des vieilles légumes qui avaient 50 ans, 60 ans. Ça veut dire qu'il y en avait en double, puis en triple, puis en quadruple, puis qu'il y en a vendu. Il y a des cadeaux aussi. Quand il y avait des anniversaires, on remettait à la paroisse des cadeaux. Mais écoutez, on a la liste dans les livres de comptes ici. On sait en quelle année les objets sont rentrés, mais on ne sait pas nécessairement quel artisan. Mais au 19e, début 20e, il y a des cadeaux qui étaient faits à la paroisse. Puis oui, il y a d'autres pièces que celles qui sont parties, qui sont rentrées, j'allais dire, dans la collection de la paroisse, mais là... le curé Adam ne sera pas content que je parle de collection, mais comme directeur de musée, c'est un peu une collection, là, mais bon. Oui, donc au 20e siècle, il y avait des œuvres qui étaient rachetées. Mais c'est surtout nos œuvres anciennes qu'on a perdues, malheureusement. Là. Oui, il y avait monsieur d'abord, puis... archive est un grand mot, mais je l'ai croisé dans des archives ici, mais il n'y a pas rien, il n'y a pas de fascicules ou de feuilles qui portent
spécifiquement sur l'orgue, mais ce qu'on sait, c'est que c'est le premier orgue qu'a fait Joseph Casavant, donc le père des frères Casavant. Donc c'est le premier orgue qu'il aurait fait, et j'ai contacté Casavant Frères pour avoir de l'info. Et eux-mêmes n'en avaient pas tant que ça à Saint-Hyacinthe, là, mais tu pourrais les contacter. Le nom va me revenir. Simon quelque chose, qui est l'archiviste. Simon Couture, peut-être, archiviste, je pourrais trouver, mais c'était quand même un orgue très important parce que c'était le premier orgue de Joseph Casavant, avant que les frères Casavant fondent Casavant Frères, là. Donc voilà. Autre question? Oui. Oui. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir des discussions avec le diocèse. C'est genre, les marguilliers et le curé pourraient sans doute jaser avec le diocèse et voir est-ce que le Musée national des beaux-arts accepterait de prêter. Moi-même, dans mes idées les plus folles, je me dis que ce serait bien d'avoir des vitrines en haut avec des pièces de Philippe Liébert. Mais bon, après, le Musée national a été quand même très ouvert en nous prêtant des objets. Au fond, peut-être qu'on est dû pour une nouvelle présentation à Laval, parce qu'ils ont restauré plusieurs pièces qu'on n'avait pas en 2006. Le tableau du Lompré, la messe de Saint-Martin, n'a jamais été vu par les Lavallois. Fait que je me dis peut-être, ça serait peut-être l'occasion de refaire, mais après, moi je pense que c'est des décisions qui viennent de la paroisse, le diocèse, puis l'ouverture des musées aussi. Est-ce que ça peut être prêté? Voilà. Donc, oui, il y avait une question. Oui. Bonne question. Il y a beaucoup de choses qui étaient faites en pin. Le décor a été pas mal fait en pin parce que le bois venait de l'Outaouais. Ils ont fait flotter le bois de l'Outaouais jusqu'ici pour ériger l'église. Ça. Vous avez dans les archives ici un gros volume sur tous les travaux qui ont été faits en 1869 à 1874. Pour la sculpture, ça serait une expertisation par le Centre de conservation du Québec. Oui. OK. Ben, ça peut être du chêne. Souvent, c'était le chêne, là, mais bon, je ne veux pas parler à travers mon chapeau. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas de gêne à avoir. Oui. OK. Donc, encore une fois, merci infiniment je suis ravie d'être là pour votre conférence. Donc, à chaque année, le Musée McCord offre une exposition sur la rue McGill College, c'est sur les archives, avec une thématique en tête. Alors, c'est là tout l'été, alors malgré les travaux de REM. Alors, ça sera intéressant si pour la journée de Saint-Jean-Baptiste, vous faites ça similairement ici à l'église, avec des pancartes, vous pouvez faire agrandir des archives, plastifier et les placer ici à la paroisse quand vous faites juste pas beaucoup 10 tableaux pour fêter l'anniversaire. Vous pouvez les mettre ici sur la paroisse en extérieur. Ça sera intéressant. Il peut y avoir peut-être de la ministre Culture et Communication
une subvention en occasion de la fête de la paroisse. Oui, notre ministre de la Culture est actuellement à Paris pour le Festival du Livre, mais bon, mais il existe des programmes pour la commémoration. Oui. Malheureusement, oui, parce que les antiquaires faisaient le tour des paroisses. Là, on n'a pas trop montré de mobilier, mais ils partaient aussi avec le mobilier ancien, pièces d'orfèvrerie, tout ça. Donc, c'est une époque, les années 60, il faut se remettre dans le contexte avec les messes à gogo. Tu sais, on tournait un peu le dos au patrimoine ancien. Donc, c'était moins la mode. On voulait plus valoriser les artistes modernes. Après le refus global, on essayait plus j'oserais dire, de mousser les artistes contemporains, bien qu'il y en ait qui ont fait du patrimoine religieux super intéressant, comme Sylvia Daou, puis Armand Filion. Christian a sauvé... je ne sais pas combien de statues d'Armand Filion. Je veux dire, il y avait quand même des artistes. Je pense que vous en avez une pièce d'Armand Filion à Saint-Martin. Mais oui, c'était fréquent des années 50, 60, malheureusement. Puis ça se ramassait aux États-Unis. On est quand même chanceux dans notre malchance d'avoir quand même pas tant de pièces que ça qui sont parties aux États-Unis. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui partaient aux États. Non. Et l'ironie de la chose, c'est que les paroisses pauvres ont gardé leurs objets anciens et c'est les paroisses riches qui changeaient le mobilier, qui se ramassaient avec du mobilier moderne. Fait que les paroisses pauvres, ben, le laissaient là, puis aujourd'hui, ben, c'était comme « wow », on le conserve. Mais même en ville, pour du patrimoine plus récent, la paroisse Saint-Clément de Viauville, ils ont jeté leurs trucs dans les années 60, ils ont mis ça sur le bord du chemin, puis c'était ça. Donc, puis c'était une paroisse fondée en 1898, fait que c'était pas si vieux. Fait que c'est vrai que les années 60, c'est la coupure comme telle. Là. Voilà, donc je sais pas. Pas toujours. Des fois, oui. Des fois, non. Je voyais, ça dépend aussi des années. Il y a des catalogues où ils mettaient la provenance, puis après, pas trop. C'est un peu ça. Puis, tu sais, dans le cas de Saint-Martin, c'est un peu touché aussi, là. Fait que Porter n'osait pas trop aller dans le détail des œuvres. Là. Ils ne se vendaient pas qu'ils avaient acheté des trucs de Paul Gouin un petit peu sous la couverte. Fait que, on va se garder une petite gêne. Fait que, oui. Plus ou moins, ça pourrait être échangé, à moins qu'on tombe dans la restitution des œuvres. Mais là, c'est des questions pas simples. Il y a eu un cas, l'Ange gardien, où la paroisse a pu récupérer ces choses, mais je pense que ça avait été mis en dépôt, donc c'est pas tout à fait, c'était pas des pièces qui avaient été vendues, tu sais, fait que, voilà. Oui. Oh. On espère que ça a servi à ça. De ça, mais je pense que c'est un peu l'ignorance de la valeur des pièces qui fait qu'on en disposait. Mais je pense que Christian a donné une très bonne réponse tantôt,
que 1960, il y a une rupture, puis l'Église est d'abord un lieu de prière, donc c'est souvent ça. Et actuellement, malheureusement, il y a des paroisses à Montréal où les paroissiens ne travailleront pas pour garder leurs bâtiments anciens. Ils vont les vendre et garder les bâtiments les plus récents parce qu'ils ont été mieux entretenus, ils sont plus jeunes. Ce qui fait qu'à Montréal, on se ramasse avec des super grosses églises, Saint-Nom de Jésus, Saint-Clément de Viauville, Saint-Rédempteur, je peux vous faire la liste. Puis, certaines de ces églises-là viennent en surplus. Fait que c'est un peu comme la difficulté pour les paroisses, des fois, de gérer du patrimoine. Je dirais que c'est un peu ça. Ils sont détenteurs d'un patrimoine très important, mais ça coûte de l'argent, puis il faut des fois une certaine expertise. Fait que comment tu arrives à jumeler culte et culture pour arriver à sauver ce patrimoine-là? Mais c'est la même chose pour les communautés religieuses. Ils en ont du patrimoine. Fait que quand ces communautés-là vont fermer, il va se passer quoi? Notre patrimoine va aller où? Fait que c'est ça, les musées, on essaye de pédaler pour faire du sauvetage. Nous, au Musée des Hospitalières, on a sauvé des objets des Sœurs de Miséricorde qui avaient l'hôpital de la Miséricorde. Ben là, ils fermaient le musée le 31 décembre, puis c'était comme, on les prenait, ou ils s'en débarrassaient. Fait que ça prend des gens très conscients pour dire, wow, on est proactif, puis on sensibilise, un peu comme aujourd'hui, on parle de la valeur des objets, là, tout le monde va vouloir garder la lampe du sanctuaire de Cruikshank. Fait que vous savez c'est quoi maintenant, la valeur. Fait que c'est un peu notre objectif aussi de vous sensibiliser. Puis si vous le revoyez dans les antiquaires, vous nous faites signe. Fait que voilà, je ne veux pas vous retenir trop. Je ne sais pas quelle heure il est. Moins 20. Christiane est à la retraite, donc si vous voulez qu'elle vous fasse un inventaire, elle va vous faire un inventaire, il n'y a pas de problème. Parfait. Mais c'est vrai que Saint-Pédis, je l'aime beaucoup parce que c'est ma paroisse. Fait que, après, j'ai un peu dévié vers Saint-Martin, mais à l'origine, j'étais originaire de la paroisse Saint-Pédis, puis l'architecture est fantastique, c'est vraiment intéressant, le renouveau en art religieux. Il y a quand même des très, très belles choses qui sont faites en art religieux après 1960. Fait que ça vaut la peine aussi de le conserver. Cela dit, écoutez, il reste le dernier catalogue. Après, il n'y en a plus. Fait que voilà, donc la publicité est faite. Hey, merci d'être venu. Bon 250e. Donc, Paul, je tiens, merci beaucoup pour justement pour le temps, pour le travail. C'est sûr que ça nous fait réaliser comment l'histoire, comment c'est complexe, hein? Notre regard sur le passé, on essaie toujours de comprendre l'histoire, mais souvent c'est plus complexe qu'on pense, hein? Donc, justement, les décisions qui ont été prises à l'époque. Donc, nous, la paroisse Saint-Martin, on est en train de célébrer. Donc, on s'est dit, d'abord pour célébrer, on se souvient. Et en même temps aussi, on regarde vers l'avenir. On a vu tantôt justement le logo de la paroisse, mais pour regarder l'avenir, il faut d'abord se souvenir du passé. J'ai entendu à un moment donné que justement, en se souvenant du passé, ça nous permet d'inventer l'avenir. Hein? Parce que si on oublie nos origines, on ne sait pas trop où on s'en va. Donc, c'est pour ça, justement, merci pour ce regard sur l'histoire. J'en profite pour vous inviter à la prochaine activité. Ça tombe bien parce que justement, c'est avec le thème d'aujourd'hui. Donc, 19 mai prochain, c'est un dimanche de la Pentecôte. Et entre autres, on va parler aussi de l'incendie,
la Pentecôte, le feu de l'Esprit. J'espère qu'il n'y aura pas d'incendie à l'église. Donc voilà, donc on va faire, ici à Saint-Martin, on va faire une grande messe interculturelle. Parce que justement, la paroisse d'aujourd'hui, la communauté d'aujourd'hui, c'est une communauté multiculturelle. Donc on va mettre ça en évidence. Donc le 19 mai prochain, c'est un dimanche à 11h, il y aura une grande messe ici. Vous êtes tous invités, voilà. Nous allons donc, c'est la prochaine activité dans le cadre. Paul, merci beaucoup. Donc on va continuer à travailler les dossiers. Je me souviens, tu m'as parlé aussi beaucoup, ce qui te tenait beaucoup à cœur, c'est d'offrir quelque chose pour les jeunes, pour l'école secondaire, offrir des conférences, peut-être raconter l'histoire aux jeunes de l'école secondaire. Oui, tu as dit ça, oui. C'est une parmi les choses que tu m'as dit. Parce que surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est en tout cas, transmettre l'histoire aux jeunes. Hein? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous? Ah, okay. On veut surtout transmettre justement les passés aux jeunes, donc ça nous tient à cœur. Chers amis, merci beaucoup. Si vous n'avez pas tout retenu, la conférence a été enregistrée, donc vous pouvez ensuite les prendre sur l'Internet pour d'autres détails. Merci beaucoup. Bon retour à la maison.